Après avoir été au plus simple en déléguant l'étape du tri à l'API Java, notre programme fonctionnait convenablement. Seulement, après l'avoir testé sur le terrain, il s'est avéré pertinent d'en améliorer les performances. Dans un premier temps, il faudra prendre en mesure les considérations de l'informatique théorique, par exemple la complexité temporelle et spatiale, pour ensuite l'adapter à une instance concrète qu'est un ordinateur. Alors, il faudra tout d'abord, au point de vue de l'informatique théorique, faire une sorte d'étude de marché sur les différents algorithmes qui existent pour résoudre le problème du tri, et on en vient à trouver des noms comme l'insertion sort, merge sort, quicksort, qui sont des instances d'algorithmes qui sont bien étudiées et qui si, ont carrément des pages Wikipédia et leur implémentation détaillée dédiée. Et donc, du coup, on en vient peut-être à choisir que le quicksort peut être bien pour résoudre ce problème. Donc, on voit ici que le quicksort est en complexité de n-log n. Donc, on va voir tout ça. Ici, on aura du coup le quicksort comparé au quicksort non, le quicksort comparé au tri implémenté par l'API Java. On a ici par exemple, on voit que si c'est demandé, on a le merge sort. Sinon, on a le team sort ici. Donc on sort. Si hop, on sort et on a du coup ici tout ça. Et on va du coup comparer le team sort qui a aussi lui aussi une complexité en n-log n. Et on va donc implémenter les quicksort. On va tout d'abord commencer par euh, faire une classe quicksort qui recueillera en fait toutes les fonctions qui sont intéressantes par rapport au quicksort. Donc ici on a le sort. Donc ici on crée plein de fonctions statiques parce qu'on n'a pas besoin d'instancier un objet pour pouvoir utiliser le sort. En fait donc c'est statique. Et on peut donner un arrêt comme suite. Par exemple, si on appelle la classe du quicksort et on utilise la fonction statique de sort. Et ici vous voyez qu'on n'a pas instancié un objet pour faire appel. Et on donne un arrêt d'integer et puis un comparateur et on a notre tableau trié. Donc hop, ici on exécute et on voit true. Tout fonctionne bien, donc on a une implémentation correcte, je vais vite la présenter. Donc ici on a l'interface standard ici. Ici comme vous pouvez le voir, on a le sort, qu'on doit juste donner deux arguments. Et ici je fais une surcharge de la fonction sort. Comme ça, si on appelle quicksort, eh ben, hop, on a deux fonctions. Une où on veut trier tout le tableau et une où on peut indiquer un sous-tableau, enfin des bornes pour trier qu'une partie du sous-tableau. Ça peut toujours être utile, donc on la propose ainsi. Et du coup, on a la fameuse logique du divide and conquer du quicksort. C'est-à-dire qu'on a une fonction de partition qui est le cœur de l'implémentation et qu'il faut faire en sorte d'être le plus efficace en prenant en considération, cette fois-ci non plus théorique, mais de la machine. Et ici, on a les appels récursifs pour résoudre les sous-problèmes. Et une fois que tous les sous-problèmes sont résolus, notre problème initial est réglé. Donc, on a la fonction de partition. Hop, voilà. Et du coup, ici, on voit qu'on a des swaps à faire en échangeant l'index i et j, les valeurs de l'index i à j. Et ici, encore un swap. Et, et pour le moment, moi, je ne pense pas avoir trouvé, peut-être que je suis passé à côté, mais je ne pense pas avoir trouvé une meilleure implémentation que celle-ci. Si vous en trouvez une, dites-le moi en commentaire, je changerai le source code. Le source code. Et du coup, voilà, on a notre implémentation qui est faite et qui marche. On l'a testé. Même, ce n'est pas des tests suffisants, mais on peut tester comme ça et naïvement croire que tout fonctionne bien. Si vous n'êtes pas certain, il faut encore faire plus de tests. Il y a d'autres manières. Il y a
Il y a la conception de programme qui permet de prouver formellement que le programme fonctionne, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, on va tester et on va faire une petite mesure, donc juste à titre informatif, c'est pas un benchmark complet, ce qui serait nécessaire pour vraiment établir les performances d'un programme. Ici, on va juste le faire à titre informatif et on voit alors que l'API de Java ici est loin derrière, loin devant le quicksort qu'on a implémenté. Et ça, c'est pour une taille de 8192. Oui, je suis belge. 8192 éléments. Alors, on va un peu s'amuser en changeant les paramètres de base du problème. Donc, pour trier un tableau de 5000, on voit aussi. Et on va augmenter encore la taille du problème. Donc, à 50 000, hop. Et on va voir un phénomène où, vous voyez ici, déjà le quicksort est un peu moins performant. Donc, pour 50 000, un peu moins performant, il pas, il creuse l'écart. Il creuse plus l'écart autant qu'avant. Si on va passer à 500 000 éléments, mais d'abord on va refaire encore un test pour 50 000. Hop, on voit que cette fois-ci, on ne sait pas pourquoi, mais l'OpenJDK est encore meilleur que le Quicksort. On va refaire un test et on voit comme ça que en fonction des cas, eh ben, l'un fonctionne mieux que l'autre, mais on voit qu'en moyenne, le Quicksort reste devant quand même. Et ici on a du coup pour une taille de 50 000 éléments, et maintenant on va voir pour 500 000 éléments. Hop, et on voit que quand même le team sort se fait déborder. Et on voit vraiment un type informatique, hein, un type informatif, pardon, que il y a quand même de la matière à creuser pour les performances. Ok, donc hop, maintenant on est passé à 500 000, on va passer à 5 millions. Et là c'est des gros problèmes et on voit que le quicksort se fait déborder par le team sort. Et en moyenne, ça va être vrai, si vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence. Et on va pas aller plus loin. Mais je pense que j'ai réussi à prouver le point que je voulais faire, c'est que en fonction du problème auquel on est confronté, on a euh, les, les implications théoriques, donc avec la complexité théorique et spatiale, mais on a aussi l'instance du problème implémentée par un ordinateur et les considérations de l'ordinateur à prendre en compte. Donc on va essayer d'expliquer brièvement d'où vient cette différence pour certains problèmes. Et on a du coup un beau tableau ici et je vais dessiner un petit schéma très bref. Hop, on a un CPU, on a quoi aussi dans un ordinateur, on a une RAM, hop, et la RAM c'est une mémoire volatile, c'est-à-dire que ici, si vous éteignez votre ordinateur, la RAM, hop, va être plus mise à jour et du coup tout ce que vous avez dans votre RAM va être perdu et ne va pas être conservé. Pour que un PC puisse conserver des données, il va falloir le mettre sur un disque dur qui est soit un HDD, soit les SSD. Ici, ça c'est des technologies, hop, différentes pour avoir une mémoire, morte, donc en dur. Et par exemple, ici, ici ça c'est deux différentes technologies qui vont permettre d'avoir un système informatique complet. Par exemple, on a aussi un CPU et un GPU. Donc le GPU, c'est c'est euh, c'est pour tout ce qui est calcul graphique. Parce que les CPU sont pas bons pour faire des calculs graphiques et les GPU sont pas toujours bons pour faire des calculs de CPU. Donc on a deux pièces différentes. Mais ça,
au niveau informatique théorique, on ne prend pas ces considérations-là. Par contre, quand on implémente un programme, on doit prendre ces considérations ensemble. Donc ici, les HDD et SSD, c'est deux technologies différentes, une est meilleure que l'autre, et pour certaines choses. Et du coup, on a ces différents points de mémoire. Mais on a encore une mémoire qui n'est pas très connue et que tous les programmeurs ne font pas forcément. Hop, voilà. Donc, je disais, mon casque s'est coupé. On a encore une différent type de mémoire qui, elle, est la mémoire interne du CPU. Donc, ce qu'on appelle les, les caches. Et en fait, c'est là euh, que se joue tout le cœur de la différence entre l'OpenJDK et le Quicksort. Ils ont la même complexité temporelle. On a un cache pour le CPU. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est qu'on a du coup, par exemple, on a des fichiers ici sur la HDD. Par exemple ici, comme vous pouvez voir, j'ai des fichiers qui sont sauvegardés sur mon disque dur. Ici on a le disque dur. Hop, avec vraiment la base. Et du coup, allez, ah oui, l'explorateur de fichiers, on va appeler ça comme ça, ben, c'est juste un programme qui lit ce disque dur et le charge dans la RAM. Hop, et pourquoi c'est utile de charger dans la RAM? Parce que, en fait, ici, donc on a des données, et en fait, c'est simplement la vitesse à laquelle le CPU et le CPU et le HDD et la RAM communiquent. Donc ici, le CPU va charger du HDD vers la RAM et, la RAM va ensuite communiquer au CPU. Et pourquoi c'est fait ainsi? C'est parce que simplement pour la vitesse d'accès à ces données, parce que c'est long de communiquer avec un disque dur et c'est encore moins long de communiquer avec la RAM. Donc c'est à ça que servent les RAM. Et quand un programme est lancé, par exemple OPS Studio, bah, ici on a euh, le programme qui prend une partie de la RAM, qui la réserve pour pouvoir faire ses petites activités. Et du coup, si on prend un programme en C où l'utilisateur où les programmeurs ont eux-mêmes accès à la gestion de la mémoire, et ben, si on oublie de nettoyer et de libérer la mémoire, et ben, notre programme il va prendre la mémoire. Et alors, hop, une fois qu'il n'y aura plus de mémoire, ben, le programme va plus pouvoir prendre de la mémoire et il va pas savoir quoi faire et le programme va planter, peut-être. Et du coup, on a des mécanismes pour éviter ça et abîmer le matériel. Du coup, on laisse ça, on laisse juste le programme terminer quand on se rend compte de ça. Le compilateur il termine. Il met un mécanisme pour terminer. Et en Java, on n'a pas toutes ces considérations à faire parce que dès qu'une instance ou dès qu'un pointeur ne pointe plus vers une instance d'un objet, d'une classe, eh ben le Java, enfin la JVM ici, c'est un petit programme, eh ben il va libérer la mémoire pour nous et on n'a vraiment pas besoin de se soucier de tout ça. Il va le faire, c'est le garbage collector qui va le faire et on n'aura plus besoin de s'en soucier. Bon, maintenant on a vu toutes les considérations à prendre avec la mémoire et maintenant, rappelez-vous, je vous ai parlé d'un cache. En fait, ici, la RAM permet d'avoir un accès plus rapide, mais des fois le processeur il peut se rendre compte que c'est utile de prendre un petit bout de mémoire qui est dans la RAM de notre programme, par exemple un tableau. Le tableau, on trie nos nombres et il va le dire, bah, ah ça j'en ai encore besoin pour la suite. Donc c'est des optimisations du compilateur. Dire, ah j'en ai encore besoin pour la suite, du coup je vais le mettre dans ma mémoire à moi du processeur. Et du coup, eh ben,
il n'y a plus besoin de de refaire des requêtes à la RAM, ce qui est plus long que simplement interroger le cache, donc la mémoire à accès rapide du processeur. Et le processeur va pouvoir, avec ses registres, manipuler les bits comme il veut, hop, et alors demander, hop, la suite à sa mémoire locale. Voilà, donc on a toutes ces considérations à prendre. Et en fait, c'est pour ça que deux algorithmes qui ont des complexités différentes, enfin deux mêmes complexités temporelles, ont des différences dans leur implémentation pour différents types de problèmes. Voilà, voilà, j'espère que je n'aurai rien oublié. J'ai regardé un coup. Donc on a la RAM, on a la JVM, CPU, le cache, HDD, SSD. Euh, hmm, voilà. Et du coup, on va essayer de faire en sorte ah oui, voilà, voilà ce que j'ai oublié. Donc ici, donc on a le petit arrêt qui est mis dans le cache. Là, des fois, on va devoir sauter d'un arrêt à l'autre. Et du coup, on a un cache, mais on ne l'utilise pas correctement. Parce qu'ici, on reste sur cette partie de la mémoire, on la travaille. Et puis, si on passe d'un arrêt à l'autre, eh ben, du coup, s'il n'y a plus de place dans le cache, eh ben, on va devoir recharger depuis la RAM un autre arrêt et passer de l'un à l'autre. Et alors, du coup, bah, ça prend du temps et c'est pas du tout efficace. Donc, certains algorithmes, euh, justement, restent dans le tableau. Par exemple, le quicksort, lui, il n'a pas besoin d'aller dans un autre tableau, donc il n'a pas besoin de charger tout le tableau en mémoire. Lui, il utilise directement le tableau pour faire des swaps. Pas comme le merge sort. On le verra ensuite dans l'implémentation du merge sort, on va devoir utiliser un tableau auxiliaire. Et c'est ce que nous allons voir. Donc on se dit que le quicksort est en place et en fait fonctionne bien pour des petits tableaux en fait. Vous voyez ici, là quand j'étais à 8192, hop, ici, on devrait même donner un paramètre de taille du tableau pour les algorithmes de tri. Par exemple, si vous voyez, le quicksort est vraiment très rapide. Si on prend une instance du problème de 5000, bah, comparé à l'OpenJDK, c'est vraiment plus rapide quoi. Là, il n'y a pas de souci. Et c'est par rapport à ce que j'ai expliqué à l'instant. Et du coup, maintenant, on va encore s'amuser à visiter. Ben, on a des complexités temporelles qui sont les pareilles, mais comment on va faire en sorte pour que ça soit appliqué à une machine bien particulière et que ça soit efficace. Là, on a du coup le merge sort à voir. Si vous voyez que on a du coup la même interface pour le merge sort, parce que c'est aussi une classe qu'on n'a pas besoin d'instancier. On a une méthode statique, on a une interface sort qui est vraiment similaire, hein. Donc on donne un arrêt et puis un tableau auxiliaire comme je vous l'ai dit. Et on va le voir à quoi sert ce tableau auxiliaire. Et on a un comparateur. Donc on lance la fonction. Et alors là on a, comme pour le quicksort, on a aussi en divide and conquer. Et on voit que ici on a le cas de base. Donc ici, ça je vais l'expliquer tout de suite. Et on a le cœur, donc on sort à gauche, on sort à droite, et puis on fusionne les deux. Et on va voir ici que le merge sort, en fait, il divise à chaque fois. On va voir si on n'a pas un. Oui, voilà. Vous voyez ici, hop, on voit pas bien, mais ici on a un tableau, hop, on le divise en deux, on le divise en deux, on le divise en deux. Et souvent, quand on a un premier a priori par rapport à cet algorithme, on se dit bah, on divise le tableau en deux et on l'effectue euh, on l'effectue réellement, pas les manipulations dans la mémoire. Mais en fait, ça dépend. On n'a pas, quand on divise le tableau en deux, on n'a pas besoin de recréer deux tableaux. On a juste à dire, à trouver les bornes et à dire les bornes et à exploiter cette partie par rapport au problème qui est borné. Comme vous voyez ici, du coup, on a L et R et du coup, c'est par rapport à L et R. On ne crée pas une nouvelle instance d'un tableau. Par contre, ce qu'on a bien besoin,
c'est d'avoir un tableau temporaire dans lequel on stocke ce problème. Je vais vous donner un exemple de l'interprétation des données versus vraiment l'implémentation de la mémoire. Donc attendez, hop, voilà. Imaginez, vous avez une matrice. Donc matrice, eh ben, on pourrait se dire que c'est une matrice, c'est quoi? Souvent, on le voit comme un tableau de tableau. Donc on a un tableau de tableau. Et alors, du coup, pour la mémoire, ben, on crée vraiment des tableaux de tableaux. Et du coup, comme je vous ai expliqué, si on a des tableaux qui sont larges, eh ben, le processeur va devoir aller chercher ce tableau-là, puis ce tableau-là, et puis avoir différents accès mémoire, c'est pas garanti que dans la RAM, tous ces bouts de mémoire soient contigus. Donc ça veut dire mi à bout. Donc vraiment les bits se suivent. Donc vraiment, hop. Si ça se trouve, eh ben, quand on a instancié tout ça, eh ben, on aura celui-là qui a l'adresse A, et puis on a l'adresse B qui est pour un autre type d'objet, qui est des mémoires qui sont pas disponibles. Et puis on a la suite du tableau, ici, c'est ce tableau-là. Hop, ça c'est le tableau C et B. Et du coup, bah, on a quelque chose qui n'est pas contigu en mémoire. Parce qu'on a un tableau de tableau. Par contre, si on a un tableau pour une matrice, mais vraiment qu'un tableau, hop, et ben, au lieu d'accéder à l'adresse IJ de votre tableau de tableau, eh ben, il faudra appliquer juste une petite formule qui est I fois le nombre de colonnes max, donc col max, plus J, pour avoir l'adresse dans un arrêt qui serait contigu. Donc un tableau de tableau, c'est vraiment euh, déplacer la mémoire comme on le ferait là en divisant vraiment. Alors que c'est vraiment la mémoire, c'est comment on l'interprète qui est important, pas comment on la gère en divisant à 2. Donc on a du coup une matrice qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et alors du coup on peut dire que ça c'est la première ligne, puis ça c'est la première ligne, et puis hop, ça c'est la dernière ligne. Donc on a une matrice 3 x 3. Et alors du coup comme on sait qu'on a 3 colonnes, ben, on fait on fait cette formule, et alors on a ici par exemple cet élément là qu'on chope. Et alors du coup, voilà, on a ces considérations à prendre. Et du coup, comme la mémoire est contiguë, ben, le processeur va pouvoir l'enregistrer dans le cache d'une manière efficace. Mais il y a une autre considération à prendre, c'est par exemple si on vous demande de faire la transposée d'une matrice. Transposée d'une matrice. Hop. Donc la transposée, définition mathématique, c'est que ben, hop, A, I, J, donc à l'adresse I et J de votre matrice, hop, et ben ça soit égal à de la transposée de JI. C'est ça la définition d'une transposée. Et du coup, bah, quand on fait la transposée d'une matrice, les gens, enfin la plupart, la notion intuitive de le faire, bah, c'est simplement qu'on déplace vraiment dans la mémoire. Donc on a une matrice qui est 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Manière intuitive de voir le programme, bah, c'est qu'il faut échanger les lignes et les mettre en colonne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je pense que c'est ça. Et du coup, bah, on recrée un tableau entier et on déplace tous les chiffres. Enfin, et du coup, on a deux tableaux. Alors que, en fait, il suffit, on peut ne pas. Ici, par exemple, si on a une matrice n fois n, la complexité de recréer une autre matrice est n carré. Donc, vous voyez que on a une complexité assez grande pour un tableau une matrice de taille n. Donc, une matrice carrée de taille n. Alors que on pourrait passer de n carré à
enfin en complexité, donc O de θ de n carré à θ de 1. Θ de 1. Parce que en fait, comment on peut avoir un tel boost de complexité? Tout simplement, en fait, il suffit de changer la manière dont on interprète la mémoire. C'est tout ça, simple. Ici, au lieu de faire vraiment un déploiement effectif de la mémoire, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est, vous vous souvenez, on avait la formule I fois colonne plus J. Ben en fait, il suffit d'intervertir I et J dans cette formule-là. Donc on peut utiliser deux fonctions différentes ou simplement échanger. Et c'est pareil pour les matrices cubiques enfin, de taille 3 ou de taille 4. Il suffit d'intervertir la façon dont on accède le tableau en fonction de si la matrice est transposée ou pas. Donc on passe en θ de 1. Donc voilà. Tout ça pour en venir au fait que c'est la façon dont on appréhende on interprète les données qui est importante. Du coup, moi je sais plus ce que j'étais en train d'expliquer. Du coup, oui, voilà. Ici on a un merge short et du coup il faut pas réellement diviser le tableau en deux et de réinscrire et faire des nouveaux tableaux. Par contre, ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'un tableau auxiliaire pour donc on a du coup notre tableau auxiliaire, c'est juste un tableau vierge auquel on va à fur et à mesure inscrire les trucs, les données. Donc on a notre condition terminale qu'on va revenir après et on doit merge. Donc on a le merge qui est donc on copie notre ici. Attendez, je vais voir un truc. On a la source et la destination. Donc euh, on copie notre tableau actuel vers le tableau auxiliaire et puis après ici on prend la tête de liste à chaque fois. Donc le merge classique, on prend ici vous voyez, on prend la tête de liste de chacun des tableaux et on les refusionne ensemble. Mais tout ça dans un seul et unique tableau et on passe de deux tableaux de taille n. Donc on a ce merge qui est efficace au niveau du cache du processeur parce qu'on ne fait pas trop de cache miss. Et du coup, bah, je posterai certainement euh, le, tout le code dans un GitHub. Ne vous inquiétez pas si vous voulez voir ça tranquillement. Et du coup, bah, on a le cas de base, parce que comme vous voyez, ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à chaque fois, on a un appel récursif pour split en deux. Mais rappelez-vous que on avait un algorithme qui était vraiment rapide sur des petites instances du tableau, de tableau, de taille de tableau. Et c'est le quicksort. Et vous l'avez vu que ici, pour un problème de taille n, ici, enfin de taille n ou n égale à 5000, ben, on est deux fois plus rapide que l'API Java. Donc, le merge sort, il va euh, split, et au lieu d'avoir une taille de 2 ou de 3, ben, on va utiliser un algorithme qui est très rapide sur des petits tableaux de taille n, et on va tout trier, et après, ben, on va merge deux tableaux triés, 2 ou 8192. Ici, c'est bon sur 8192. Après, il faut, ce que je devrais faire, c'est mettre un paramètre ici pour la taille n. Parce que ici, en fait, on a 8192 éléments, mais en fait, on pourrait mettre un paramètre de n pour voir quand on fait la taille terminale. Et en fait, il faut calculer cette taille par rapport à la taille du cache. Mais je voulais pas aller trop dans le détail. En fait, faut vous dire que vous avez la RAM. Donc, hop, pardon, ça bug un peu. Ah, voilà. Ça bug un peu. Hop. Donc on a la RAM ici. Et alors, en fait, on a plein de 0 et 1. Mais la façon dont est un int, tu vois,
Enfin, un int c'est 4 bytes, mais un complexe, donc l'instance d'un complexe, bah, c'est 2 int, enfin comme je l'ai mis dans mon programme, ou 2 réels, bah du coup ça fait 8 bytes. Et alors du coup, bah, le cache de mon CPU, eh ben, il peut accueillir qu'un certain nombre de bytes. Donc du coup il faut faire 8192 fois 8 bytes. Donc c'est un exemple, hein, pas, les classes sont un peu plus lourdes normalement en Java, il me semble. Et ben, ici, il faut faire 8192 fois 8 bytes, donc il faudrait diviser ce nombre par 2. Et ici, pour avoir le même truc pour ce qui est envoyé au cache, hop, il faudrait 4096, il me semble, quelque chose du genre. Et voilà, du coup, vous voyez, il faut calculer ce qu'on envoie vraiment au cache du CPU. Et euh, pour pas qu'il soit débordé. Donc, du coup, il faut mettre un paramètre n qui est calculé en fonction de la taille d'un morceau de l'array. Donc, d'un complexe, par exemple, dans ce cas-là. Voilà. Donc, on a le merge sort, et une fois, on trie un quicksort qui est rapide sur une petite instance du problème. Et après, on merge, ce qui est très rapide aussi. Et du coup, bah, on va rajouter l'algorithme. Donc on a ici, on va aussi faire des tests de performance et on va voir comment évolue la taille du problème. Euh, voilà. Donc ici, on va pouvoir tester. Et ici, on a un à 5000 éléments. Hop. Donc, on a le merge sort. Vous voyez, ici, on a 5000 éléments. On a le merge sort qui est assez rapidement. Mais ici, là, on va se dire, il y a 8192 éléments, je trie que 5000 éléments, comment ça se fait que le merge sort soit encore plus rapide? Alors là, c'est parce que euh, c'est c'est- c'est parce que comme c'est la fin du programme, comme le merge sort est exécuté vers la fin, ben, ici, là, le gestionnaire de tâches, enfin le scheduler, eh ben, il met la priorité sur ce programme comme il va bientôt se terminer. Comme et il est bien échauffé. Par exemple, si je me semble que si je remplace les deux comme ça, je mets un au-dessus de l'autre, ça va être le quicksort qui va être plus rapide cette fois. Ouais, voilà, vous voyez, le merge sort est passé. Donc c'est un boost de vitesse qui est mis par le scheduler pour que ce programme se termine plus vite. Ou, euh, ou alors j'ai mal compris comment ça se passait. Donc on a voilà, ce test de performance qui est fait. Parce que le scheduler, comme il voit qu'un programme va se terminer, il va mettre la priorité dessus pour qu'ils ne redoivent plus passer par-dessus et qu'il ait accès à un maximum de ressources. Donc, on en vient que voilà, on a des implémentations qui sont efficaces. Maintenant, on va augmenter la taille du problème. Hop, 50 000. Et on va voir que le merge sort est, euh, est plus efficace. Parce que là, on va pouvoir vraiment, si on fait 50 000 divisé par 8192, on a le nombre de quicksort qu'on aura effectué et pour le merge, le merge qu'il faudra. Et on voit que du coup, ça fut efficace parce on a gagné, on a gagné en performance. Par contre, ici, on a l'OpenJDK qui est repassé devant. Donc on va, hop, et on voit l'OpenJDK. Hop, maintenant on va faire d'autres mesures. 500 000. Hop. Et on voit que le merge sort de cette manière est plus rapide. Et on voit aussi qu'on a un quicksort qui est... Hop. Hop, on va essayer pour 5 millions. Et alors là, on voit encore une nouvelle fois que ce fut efficace pour les raisons que j'ai citées.
C'est dur hein, l'interprétation des performances parce qu'on ne sait pas toujours ce qui est produit. Et du coup, bah, on va voir la finalité des performances. Donc on a fait pour le moment tout en séquentiel. Donc on n'a pas exploité toutes les ressources de notre processeur. Parce que il y a ce qu'on appelle des threads. Donc ici LSCPU. Là, on va voir toutes les informations de mon processeur. Donc on voit que on a une architecture x86 et on voit que on a que mon processeur est un AMD Ryzen 3600 avec 6 corps. Et c'est donc des 6 corps processeurs. Et en fait, ça va pouvoir nous permettre de effectuer des traitements en parallèle parce qu'on a 6 cœurs qui peuvent travailler en processeur en même temps. Et du coup, on va essayer de les exploiter. Et en fait, le Java a une interface assez simple, vraiment simple, où on a ici un algorithme qui est parallélisé, je vais faire, qui étend une classe qui est recursive action. Donc ici on a recursive action, l'implémentation, et du coup bah, on va voir ce que ça donne. Et je vais pas expliquer en détail comment ça fonctionne, mais c'est un sujet qui est abordé aussi beaucoup plus tard dans le cours. Et là, du coup, quand on étend une recursive action, on doit implémenter la fonction compute. Et en fait, cette fonction compute, c'est une action qui va être faite récursivement. Et du coup, quand on le compare les deux implémentations, ici, donc je vais expliquer ça tout de suite. Si là j'ai mis les deux codes en parallèle, donc on voit qu'on a la fonction compute. Et ici, on voit qu'on a une fonction sort. Donc ici, on crée tout d'abord dans le projet, donc ici, on a du coup le main, ici on est là. Ici vous voyez, on crée d'abord une instance, euh, donc c'est vraiment une instance donc avec le cas de base, donc ici, et puis on va lancer le calcul en faisant tmp.compute. Donc une fois que toutes nos données sont préparées, donc c'est très simple, c'est un constructeur comme ça, donc l'arrêt auxiliaire pour le merge sort et les bornes, et ben après on va lancer le calcul. Et puis ce qu'on voit en fait c'est qu'on a ici le même cas de base où en fait on va lancer le quicksort quand on a une taille du problème qui est assez petite, où le quicksort est efficace. Et on a le else qui est légèrement différent mais sensiblement pareil. En fait ce qu'on va faire c'est on va invoquer des threads et on va la rajouter dans un pool de threads qui vont se voler le travail l'un l'autre et avec un nombre de threads limité et qui vont exécuter des tâches. Et donc ici on crée deux tâches qui est une nouvelle instance de Forge Merge Quicksort ici. Donc comme, comme on l'a fait ici dans le main quand on l'a appelé pour la première fois, sauf qu'on décompose le problème en une plus petite instance, donc la partie gauche et la partie droite, donc exactement comme ça, sauf qu'on ne crée pas, on ne fait pas un appel à deux fonctions, mais on crée deux instances qui vont être gérées, donc deux tâches qui vont être créées euh, et qui vont être lancées dans un thread, qui vont être ajoutées dans un pool, qui vont exécuter les tâches une à une. Et ici, on voit qu'on a un vocal qui, en fait, va attendre que ces deux tâches-là qu'on a spawn dans un thread, donc un processus parallèle, va attendre que ces deux-là terminent. Et puis, on va pouvoir merge les deux tableaux ensemble. Et donc, du coup, bah, vous voyez, on a tellement scindé la logique de notre programme que quelque chose d'aussi complexe que gérer des threads, eh ben, c'est fait en 30 lignes. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à des questions et
pouvoir donner un bon exemple de ce qu'on peut apprendre dans un cours d'informatique et, et comment faire en sorte de voir l'ingénierie qui est derrière le software engineering et lier ça avec de l'informatique théorique. Et voilà, voilà. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et on se revoit plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire.